Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une vision du monde assez déroutante, on peut le dire. Oui, tout à fait. On va explorer les enseignements d'un certain Avier Wolkoff, un expert kabbalistique qui affirme, en truc simple mais vertigineux, la vie, ce ne serait pas ce qu'on croit. Non, ce serait littéralement un jeu vidéo. Exactement. Il a présenté ça dans ce qu'il a appelé la classe la plus importante de sa vie. Il dit révéler des informations qu'il aurait gardées secrètes pendant des années. Et sous la menace. Oui, et c'est ça qui est frappant dès le début. C'est cette notion d'urgence. Il ne parle pas de menace de mort classique, il parle, et je cite, de menace de suicide. Ce qui laisse entrevoir une pression psychologique très très particulière. Il prétend tenir ça d'une conscience supérieure, la même qui aurait guidé les grandes figures de la Kabbale. Il se voit un peu comme un messager, quoi. Un messager qui n'intervient qu'à des moments clés de l'histoire, c'est ça? C'est ça. Quand le monde est au bord d'un basculement. D'accord. Le décor est planté. Notre mission pour cette analyse, c'est de décortiquer cette théorie. Si la vie est un jeu, c'est quoi les règles? Qui sont les joueurs? Qui sont les programmeurs? Et surtout, la question qu'on se pose tous, comment on fait pour gagner? Alors commençons par la base. L'idée centrale, c'est que le plateau de jeu, ce n'est pas le monde extérieur. Non. Ce n'est pas la carrière, les relations, le compte en banque. Le plateau de jeu, c'est nous. C'est notre propre corps et notre esprit. Et ça, ça change radicalement la perspective. Dans cette vision, le vrai adversaire, ce n'est jamais une autre personne, jamais un concurrent, un ennemi. Non. Le seul et unique adversaire, c'est notre propre mental. Toute la lutte se déroule à l'intérieur. C'est une arène où s'affrontent en gros deux forces. D'un côté, le cœur, Voilà. qui abrite la conscience, notre être divin, selon Wolkoff. Et de l'autre, le personnage qu'on croit être, cette construction avec ses peurs, ses ambitions. C'est une idée assez radicale quand on y pense. Ça veut dire que tout ce qu'on vit à l'extérieur, une promotion, une rupture, une crise, ce ne sont que Des événements dans le scénario. oui, juste des événements conçus pour provoquer une réaction de notre mental. Précisément, ce ne sont que des catalyseurs. Wolkoff insiste beaucoup là-dessus. Il dit que beaucoup de gens sont si attachés à ce personnage que l'abandonner, ce serait comme mourir. Alors que pour lui, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est en laissant mourir ce personnage qu'on commence vraiment à jouer et qu'on peut gagner la partie. D'accord, donc, adversaire unique, notre mental. Mais est-ce qu'on est tous égaux dans ce combat? Wolkoff dit que non, et c'est là que ça devient encore plus étrange. Il dit que tout le monde n'est pas un vrai joueur. En effet, il fait une distinction très très nette entre ce qu'il appelle les joueurs, donc les humains avec une conscience active, une étincelle divine, Et les autres? et les autres, qu'il nomme les personnages non joueurs, les PNJ, Comme dans les jeux vidéo. des figurants en quelque sorte. C'est exactement ça. Leur rôle, ce serait de peupler le décor, de créer des situations, de générer des émotions collectives qui maintiennent le jeu en place. Ça demande un petit effort d'imagination quand même. Sur quoi il se base pour dire un truc pareil? Alors pour comprendre, il faut regarder la cosmologie qu'il décrit. C'est inspiré de textes comme le Zohar. Il faut oublier l'image d'un Dieu créateur dans le ciel. D'accord. Il parle d'une lumière infinie à l'origine qui, pour se connaître elle-même, a eu besoin de se voir. Elle a donc créé une première couche, un miroir. Mais la lumière a traversé. Et ainsi de suite. Voilà. Le reflet a voulu se connaître, créant une autre couche et encore une autre. Ça a généré des densités de conscience, de plus en plus loin de la source. Et nous, on serait tout en bas de l'échelle? Exactement, dans la couche la plus dense, la plus compacte. Il ne parle pas de 5 ou 12 dimensions, mais de 369 niveaux dans ce grand jeu. Et nous, on est à l'écran final, le niveau de difficulté cauchemar. Ah oui, carrément. Mais le point crucial, c'est que la connexion à la source, elle n'est pas dans le ciel, elle est à l'intérieur de nous. Comment ça? Là, il s'appuie sur une interprétation assez personnelle de certaines recherches. Il cite une étude qui suggérerait qu'au moment de la fécondation, un trou noir microscopique se formerait au centre de la première cellule. Un trou noir? Oui. Et pour lui, ce n'est pas juste un détail biologique. Ce trou noir, ce serait le portail. L'encre qui nous relie à l'origine, à toutes les autres densités. D'accord. Donc le plateau de jeu est en nous, le portail vers la source aussi. Alors, avec quels outils on joue, si ce n'est pas l'argent, le pouvoir, le savoir? Conçu pour nous garder focalisés sur l'extérieur. Et nous faire oublier qui on est. Voilà.
Les seuls 3 vrais outils qu'on a, ce sont l'imagination, l'intuition et le cœur. Le vrai combat, dit-il, c'est celui du gladiateur dans l'arène. Le cœur est le gladiateur et le lion qui vient le dévorer. C'est le mental. Et cette matrice, elle est partout. Omniprésente. Chaque objet, chaque situation, la voiture qui nous coupe la route, le journal télévisé, le scroll sur les réseaux, ce sont des agents de la matrice. Des agents qui ont pour but de faire baisser notre vibration. Oui, c'est ça, la fréquence de notre état de conscience. Les seuls alliés, ce sont d'autres joueurs déjà un peu éveillés. Mais même eux, ils ne font que présenter un catalyseur. Au final, le jeu se joue seul. Et ce jeu a une règle particulièrement cruelle, si j'ai bien compris. La plus cruelle de toutes. Il est conçu pour être joué à l'aveugle. On n'est pas censé connaître les règles. Théoriquement, le simple fait de les découvrir nous disqualifie. Attendez, si connaître les règles nous disqualifie, alors le but change complètement. Ah oui? Il ne s'agit plus de mieux jouer pour avoir une vie plus confortable dans la matrice. Le but, du coup, c'est de se faire disqualifier volontairement. C'est le pivot de tout son discours. Il dit « Ce que je fais en vous révélant tout ça, c'est de la triche. Je vous donne le nom du jeu, ses règles, et même un code de triche. » Il considère qu'il a eu l'autorisation de le faire. Oui, parce que la partie arrive à son terme. C'est un hack délibéré pour court-circuiter le système et sauter directement à un niveau de conscience supérieur. Ça redéfinit aussi complètement ce que veut dire gagner. Ce n'est pas avoir plus de succès, plus d'argent. Non, ça, ce sont les objectifs de la matrice. Gagner, selon Wolkoff, c'est un état intérieur. On gagne quand notre vibration devient si élevée qu'on atteint une quiétude émotionnelle totale. Inébranlable. Voilà. Et à ce stade, on devient invisible pour la matrice. Invisible, c'est-à-dire... Il utilise une analogie, c'est comme une voiture qui accélère si vite qu'elle disparaît des radars. On est toujours là, dans le monde, mais on ne résonne plus avec les basses fréquences de la peur, du conflit. La matrice ne peut plus nous accrocher. C'est ça. On cesse d'être une victime des circonstances pour devenir un joueur actif, capable de se mouvoir quantiquement hors du temps linéaire. Donc si je résume, gagner, c'est un peu comme accorder sa radio sur une fréquence que la matrice n'aimait pas. C'est une excellente image. On accède à toute l'info du système sans être affecté par son bruit. Et pour ça, il y aurait un code de triche ultime. L'amour. L'amour, mais attention. Oui, on s'y attendait un peu. J'imagine qu'il ne parle pas de l'amour romantique. Absolument pas. Pour lui, l'amour n'est pas une émotion. C'est une force physique fondamentale. D'accord. C'est la force d'attraction de l'origine qui rappelle à elle toutes ces particules. En d'autres termes, quand on ressent de l'amour inconditionnel, on ressent la source qui nous attire vers elle. Et comme le jeu est basé sur la dualité, peur-amour, bien-mal, Exactement. L'amour inconditionnel, celui qui voit l'étincelle divine même dans son adversaire, c'est un troisième élément. C'est un joker. Le programme binaire ne sait pas gérer ça. Ça fait planter le système. donc des actes de compassion pure, sans rien attendre en retour, ce sont des actes de hacking du jeu. C'est exactement ça. Chaque acte d'amour inconditionnel est une anomalie qui affaiblit la matrice. Et ce système aurait été créé par des programmeurs de 7e densité. Il cite des exemples. Il mentionne Jésus comme étant l'un d'eux. Il serait entré dans le jeu volontairement, en acceptant de tout oublier pour nous montrer la sortie de l'intérieur. D'où le fait qu'il aurait été pourchassé non pas par les Romains, mais par les autres programmeurs. Les autres programmeurs, oui, il y aurait plusieurs factions. Ah, Et c'est là que ça devient plus sombre. Wolkoff parle des programmeurs originaux et de ceux qu'il appelle les propriétaires de la Terre. Ces derniers auraient manipulé le jeu. comment? Ils ont découvert que la vibration de la peur est contagieuse. Par résonance. Comme un diapason qui en fait vibrer un autre. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils auraient décidé de générer de la peur à une échelle industrielle. Et pour ça, il leur fallait plus de générateurs. Et c'est là qu'il avance son idée, la plus controversée. Les PNG. Ils auraient fabriqué des humains en masse, ces fameux PNG. Attendez, c'est une affirmation énorme. Il suggère que la majorité des 8 milliards d'humains ne seraient pas de vrais joueurs, mais des sortes de programmes biologiques. Oui, des programmes conçus pour générer de la peur. Il justifie ça par la courbe démographique, le passage de quelques centaines de millions à 8 milliards en si peu de temps. Pour lui, ce n'est pas logique. La majorité de la population actuelle serait, dans sa théorie, des extras dont le rôle est de maintenir les vrais joueurs dans une basse fréquence.
C'est une vision du monde, assez pessimiste. Voire paranoïaque. Ça peut le paraître. Mais il ajoute tout de suite une note d'optimisme. Il affirme que ce plan est en train d'échouer, de manière spectaculaire. Pourquoi? Parce que certains vrais joueurs vibrent maintenant si haut, avec une telle intensité d'amour, qu'ils provoquent un effet inattendu. Ils commencent à réveiller les PNJ. L'étincelle de conscience deviendrait virale. Voilà, elle contaminerait même les programmes, et le système de contrôle par la peur perdrait toute son efficacité. D'accord. Mais si le but est de s'échapper, pourquoi y être entré à la base? C'est quoi la finalité de tout ça? Le but ultime, ce n'est pas que notre propre éveil. Wolkoff utilise une phrase choc. Nous ne devons pas nous réveiller nous-mêmes, nous devons réveiller Dieu. Réveiller Dieu. La mission est d'activer cette étincelle divine, ce portail, au point le plus dense, le plus matériel de l'univers. En faisant ça, on initie le chemin du retour pour toute la création. Pourquoi d'en bas? Parce que les programmeurs originaux ne pourraient pas retourner à la source à cause de l'intrication quantique avec les particules qu'ils ont laissées derrière. Il faut que l'impulsion vienne de nous. Et il semble penser que ce moment est... Imminent. Oui, il est catégorique. Il dit qu'on est à la veille d'une réinitialisation du jeu. Une évaluation vibratoire serait en cours. Pour déterminer qui reste et qui part. Une autre planète de 3e densité, à niveau plus facile, pour continuer à jouer. Un tri vibratoire, quoi. Face à cette échéance, si on décide d'y croire, ne serait-ce que comme expérience de pensée, comment on se prépare? C'est quoi les instructions? La première, la plus importante pour lui, c'est de couper toute connexion avec la peur. Et ça passe par des actions très concrètes. Étendre la télé? Éteindre la télé, arrêter de suivre les nouvelles anxiogènes, quitter les réseaux sociaux, tout ce qui est conçu pour abaisser notre vibration. Il ne s'agit pas de s'isoler dans une grotte, donc. Pas du tout, il faut continuer à jouer mais avec ses propres règles. Deuxième instruction, se traiter soi-même avec abondance. L'univers fonctionne par affinité vibratoire. Si on se sent en manque, le jeu nous le renvoie. D'accord. Troisièmement, accepter pleinement les cartes qu'on a. Son corps, sa famille, son pays. Il soutient qu'on a absolument tout choisi avant de s'incarner. S'y opposer, c'est refuser de jouer. Et il y a aussi une technique très simple, presque banale, qu'ils mettent en avant. Respirer. La respiration, ça ne peut se faire qu'au présent. Le mental, lui, il est toujours dans le passé ou le futur. C'est l'encre la plus puissante, donc. Exactement. Et enfin, le plus simple et peut-être le plus puissant, c'est l'attitude. Se lever le matin et, au lieu de penser à ses problèmes, déclarer à voix haute « Aujourd'hui, je vais jouer ». Juste changer la perspective. De subir sa vie à jouer sa vie. C'est ça. Si on récapitule, la vie est un jeu vidéo. Le plateau, c'est nous. L'adversaire, c'est le mental. Les outils, c'est l'intuition, l'imagination, le cœur. L'amour, c'est le code de triche ultime. Voilà. Et le but final, ce n'est pas un salut personnel, mais de participer au réveil de la conscience divine au cœur de la matière. C'est un sacré programme. C'est une synthèse parfaite. Et pour conclure, il laisse une dernière pensée qui est peut-être la plus vertigineuse de toutes. Ah. Il suggère qu'on a choisi chaque circonstance de notre vie avant même d'entrer dans le jeu. Les épreuves les plus difficiles, les relations les plus douloureuses, tout ça, ce serait des pactes. Des pactes avec des amis stellaires? Oui, pour créer les scénarios parfaits pour notre apprentissage. Donc, un ami aurait accepté de jouer le rôle d'un père abusif, par exemple, pas par méchanceté, mais par pur service, pour nous offrir le défi précis dont notre âme avait besoin. C'est exactement l'exemple qu'il donne. Et ça pulvérise complètement la notion de victime, de coupable ou même de hasard. Oui, complètement. Et ça nous laisse avec une question assez profonde, au-delà de savoir si on y croit ou pas. Si chaque obstacle, chaque relation, chaque épreuve n'était ni un accident, ni une injustice, mais un élément de design choisi à l'avance, par nous-mêmes, comment ça changerait la perception de notre propre histoire ?